Les PDI, vous connaissez? PDI, c'est un sigle courant dans le vocable des institutions humanitaires et auquel nous sommes désormais accoutumés, habitués au Burkina depuis plusieurs années maintenant. Tant leur nombre enfle, enfle, enfle. PDI pour personnes déplacées internes, donc un phénomène complexe qui vient rajouter à une crise humanitaire grave. À cette crise s'ajoutent donc des préoccupations déjà sécuritaires et sanitaires que vit le pays. Une crise humanitaire grave donc, puisqu'au décompte officiel établi le 14 juillet dernier par le gouvernement, le Burkina Faso enregistre 1 312 071 personnes déplacées internes sur son territoire à la date du 30 juin 2021. Mais au-delà de ce sigle PDI, au-delà de l'affreuse mécanique des chiffres qui donne le tournis, quelles sont les implications de cette réalité très préoccupante et complexe sur le vivre ensemble, sur la construction de l'État-nation? Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Périscope sur Burkina Info. Je vous propose aujourd'hui une halte sur ces personnes, les personnes déplacées internes, qui constituent, vous le savez, une réelle préoccupation nationale. État des lieux et perspective d'une prégnante crise humanitaire donc, avec les regards périscopiques de Marino Compaoré. Il est chercheur associé au Centre pour la gouvernance démocratique CGD dans l'étude protection humanitaire dans le Liptako Gourma. Bonsoir. Oui, bonsoir. Doctorant en sciences politiques, enseignant de philosophie et d'anthropologie du droit, Marino Compaoré est auteur d'un essai intitulé « La crise environnementale à l'épreuve de la réflexion philosophique » publié en 2019 aux éditions L'Harmattan. Bienvenue sur le plateau de Périscope et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci. C'est à vous le merci. Mon deuxième invité s'appelle Gervais Marie-Raoul Nadembenga, ingénieur des techniques du développement rural. Bonsoir. Bonsoir, M. Tomondi. Coordinateur depuis mai 2017 du projet des services d'appui terrain, PESAT, pour le Burkina et le Bénin. M. Nadembenga a également assumé les fonctions de directeur Afrique de CUSO International. C'est la plus grande organisation canadienne d'appui au développement international et à l'action humanitaire. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Ravi de vous retrouver pour le 142e numéro de votre émission Périscope. Ils sont donc 1 312 071 personnes déplacées internes répertoriées au Burkina à la date du 30 juin 2021. 1 312 071 PDI, hommes, femmes, enfants, contraints de fuir les violences terroristes, notamment abandonnant maison, terre et biens pour un ailleurs hypothétique, en espérant revenir dans leur chaumière, prise en otage par l'insécurité. Tout d'abord, comment jugez-vous cette crise humanitaire que vit le Burkina actuellement, M. Compaoré? Merci pour l'occasion donnée pour parler de ces personnes-là qui sont souvent oubliées au-delà des chiffres. Mais il faut dire que la crise va crescendo. La crise est en train de s'aggraver au regard des chiffres, au regard de la montée des chiffres. Donc c'est une question à prendre au sérieux, au-delà des chiffres et au-delà souvent de ce que les médias peuvent produire. C'est pour ça la recherche ici est la bienvenue pour mieux donner un regard sur la vie de ces individus. Aller sur la réalité du terrain pour voir ce qu'ils vivent vraiment et ce qu'on fait pour eux, ce qu'on devrait faire, ce qu'on n'arrive pas à faire. Comment jugez-vous cette crise humanitaire que vit le Burkina depuis longtemps maintenant? Merci beaucoup, M. Tomondi. Mais permettez-moi d'abord d'exprimer ma compassion, notre compassion, nos encouragements à ces populations qui ont été forcées un matin ou un soir de quitter leur confort, leur logis, leurs biens, les laisser derrière eux et parfois même avec leur dignité pour la survie de leurs enfants. Oui. Et il faut aussi saluer tous ces citoyens qui, simplement mus par, j'allais dire, la reconnaissance de la communauté de destin, par leur foi ou par la solidarité nationale, acceptent de donner ici le gîte, là le couvert et ici l'adoption
pour permettre effectivement que les gens puissent rêver encore et puissent sauver un tant soit peu leur dignité. Il faut saluer aussi toutes ces organisations internationales qui mobilisent les ressources, prennent souvent malheureusement le lead dans nos pays pour dire effectivement où est-ce qu'il faut aller, comment il faut aller. Prennent le lead par rapport à l'État, vous voulez dire? Prennent le lead naturellement par rapport à l'État. Parce que si vous allez effectivement sur la loi 12 de 2014, d'avril 2014, qui avait déjà anticipé, même s'il y a des failles, et vous allez effectivement à l'article 6, vous verrez effectivement que l'on parle déjà du terrorisme, et c'était en 2014. C'est vrai qu'on le classait effectivement à l'ordre effectivement des catastrophes artificielles. Mais c'était déjà évoqué. Oui, bien sûr. Mais le Burkina, malheureusement, est le pays où vous avez le maximum de textes, vous avez le maximum de lois bien faites, mais à l'application, vous avez un problème. Il y a un problème. Ce qui laisse effectivement la place aux organisations internationales. Et c'est là, je m'excuse effectivement si j'avance un peu plus vite que vous l'aurez voulu, mais c'était passionnant et c'est écœurant. Parce que même quand vous allez effectivement sur le vocable, personne déplacée interne. Oui, vous l'avez dit dès le début. Nous sommes en train de nous accoutumer à ça. Ça veut dire effectivement que nous sommes en train d'être insensibles, plus ou moins, au fait effectivement que des gens perdent leur domicile, perdent leur dignité, tant qu'il y a la bière à Ouaga. Parce que normalement, ça devrait être une situation temporaire, mais ce vocable, cette dénomination est une définition des Nations Unies. Hein, parce qu'il faut noter, en effet, que selon la définition contenue dans les principes directeurs de l'ONU, les déplacés internes sont, je cite, des personnes ou des groupes de personnes qui ont été forcés ou contraints à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison d'un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations de droits humains ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme, ou pour en éviter les effets et qui n'ont pas franchi les frontières internationalement reconnues d'un État. Fin de citation. On les distingue donc en effet des réfugiés. On les distingue des réfugiés. On estimait leur nombre à 48 millions de personnes dans le monde, dont 29 millions en Afrique à la fin de l'année 2020, contre 45,7 millions de PDI à la fin de l'année 2019, selon les statistiques du Centre de surveillance des déplacements internes. Avec plus de 1,3 million de personnes déplacées internes, le Burkina Faso figure dans la top liste des pays enregistrant le plus de PDI sur son territoire. Il faut donc s'en inquiéter, M. Compaoré. Oui, il faut s'en inquiéter. Et je reviens sur le concept même de PDI évoqué par M. Nathan Bega. Effectivement, le terme employé comme ça ne sonne pas fort dans l'esprit des gens. Et j'étais un peu surpris de voir que sur le terrain, un autre vocable dans la langue morée, par exemple au nord, on utilise le terme Zouetba. Ce qui veut dire les fouillards. Les fuyards. Les fouillards. Et je pense que ce type de concept sonne plus dans l'esprit des gens que le terme personne déplacée interne. Qui ne parle pas à ces personnes qui ont fui leur maison, leur confort, comme a dit tout à l'heure M. Nadembega, et qui ont tout fui, tout abandonné, leur terre, leur richesse, leur mieux-être. Oui, effectivement. Et quand vous discutez avec les gens sur le terrain, ils ont même tendance à appeler ces gens-là des réfugiés. Le concept des Nations Unies, pour qualifier ces gens-là, n'est pas adopté sur le terrain. Ce n'est pas adopté. On utilise soit le mot en français réfugié, c'est ce qui vient le plus tôt dans les échanges avec les gens. Je m'excuse de vous interrompre, M. Compaoré. Fort heureusement qu'il n'est pas adopté. Parce que... Mais si vous faites une démarcation quand même entre le réfugié qui a traversé les frontières d'un État et celui qui, pour des raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, est obligé de fuir sa case. Je vais y revenir. Hein. Je vais y revenir. Mais je voudrais d'abord noter que c'est une chance si les populations, effectivement, refusent effectivement cette appellation. Parce que vous voyez de personnes de PDI. Parce que si on ne prend garde, on est en train de reconnaître une occupation spontanée, non organisée, non maîtrisée,
par les populations qui sont en train de se déplacer dans des zones où elles sont considérées comme des étrangers, alors qu'ils se trouvent chez eux. Ce qui pose la question nationale. Parce que quand une personne se déplace, se trouve à l'intérieur, il devrait y avoir une stratégie de communication qui prépare l'accueil. Un accueil qui prépare effectivement la cohésion, l'entente et l'intégration. Parce que si on prend garde, on risque de retrouver dans quelques 5 ans, parce que ce n'est pas demain la fin effectivement des personnes déplacées, parce que ce n'est pas demain la fin des causes, parce que peut-être qu'on reviendra aux causes. Alors, il faudra s'attendre à ce qu'il y ait des maisons de déplacés, des villages déplacés, des communautés déplacées, des enfants déplacés internes. Ce qui fait de la stigmatisation. Et on retombe encore dans un problème de stabilité sociale qui peut être très très grave. Ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut regarder ce problème et le prendre à bras le corps pour trouver des solutions pérennes. Oui, et ce que M. Nadambega dit sur l'éventuelle existence de quartiers ou de villages PDI, quand vous arrivez au nord, et plus précisément à Wayugia, à quelques kilomètres de la ville de Wayugia, vous avez une zone, quand vous arrivez, vous dites que vous voulez la route de Yuba fermée. Ils appellent ça comme ça, fermée. Là-bas, quand vous arrivez, c'est un quartier de déplacés. Donc, il n'y a que des déplacés là-bas. Effectivement, il y a des autochtones. Bon, il y a des populations installées bien avant, mais les PDI ce sont des populations qui ont recueilli ces personnes qui ont quitté leur foyer, leur maison, leur village, pour donc trouver refuge dans ces endroits. Et donc, déjà, on identifie la zone à une zone de personnes déplacées internes. Et donc, du coup, le regard qu'on a de ces gens-là, parce qu'ils sont à l'écart, c'est à l'écart de la ville, et ils ne sont pas sur des sites de déplacés formels, mais un quartier spontané. Et ça pose alors la problématique de l'urbanisation avec ces personnes déplacées dans notre pays. Je vous interromps. Ce qui pose le problème de fond, qui est celui du leadership qui doit impulser une revue du cadre institutionnel de la gestion effectivement de ces problèmes, de ce problème qui est grave. Parce qu'aujourd'hui, vous regardez effectivement ce qui est en train de se passer, c'est comme des opérations timbre-poste. Alors quand vous parlez de cadre institutionnel, l'État a créé un codicile, si l'on veut, au ministère qui existait pour lui adjoindre donc l'action humanitaire. Ce ministère de l'action humanitaire travaille sur le terrain avec donc le CONASUR, le Conseil national des secours d'urgence et de réhabilitation. Donc ce cadre, il existe, oui ou non? Oui, c'est vrai que la loi dit qu'au niveau du Premier ministère devrait être logée une structure qui coordonne au niveau national. Mais une coordination au niveau national, si elle est effective, doit ressortir une stratégie nationale. Et cette stratégie, à l'heure je parle, je ne vois pas une stratégie nationale où il y a une vision qui dit effectivement, aujourd'hui, nous devons intégrer les problèmes de sécurité aux problèmes effectivement alimentaires, aux problèmes effectivement de développement et aux problèmes de paix. Aujourd'hui, vous voyez des gens, vous prenez par exemple le ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture, quand vous regardez effectivement le programme qu'il mène, vous ne pouvez pas trouver un programme spécifique dédié effectivement à la gestion du nexus développement, sécurité et paix. Alors que tout devrait être vu aujourd'hui sous le prisme de triple nexus, développement humanitaire et paix. Et tous les problèmes devraient effectivement être analysés sous cet angle. On devrait intégrer tout cela au niveau de chaque département pour qu'il y ait une symbiose. Avec une coordination au niveau du Premier ministère. Et puis, il a évoqué tantôt un problème, vous êtes revenu dessus. Les organisations internationales qui nous accompagnent, vous prenez OCHA, qui en français c'est le BK. Alors, ils font les efforts, mais les organisations internationales arrivent, chacune avec sa vision, oui, avec sa philosophie. On va parler des organisations internationales, mais avant, disons un mot sur l'évolution des chiffres. Il y a un an, en août 2020, et précisément le 17 août 2020, le Burkina avait passé le cap du million de personnes déplacées internes et comptait 1 132 034 personnes déplacées internes du fait de l'insécurité, selon le rapport périodique du Conseil national de secours d'urgence. Ce chiffre est passé
à 1 253 416 PDI au Burkina le 31 mai 2021, avant qu'on en arrive donc à plus de 1 300 000 personnes déplacées internes au 30 juin 2021. Alors, ces statistiques montrent que c'est un phénomène qui va grandissant et que peut-être bientôt on va franchir le cap des 2 millions de personnes déplacées. Je vais ajouter quelques chiffres qui peuvent nous indiquer effectivement la dynamique. Si vous prenez du 1er janvier 2021 au 31 mai, en fin mai 2021 toujours, nous avons eu effectivement 95 incidents. Et les 95 incidents ont provoqué effectivement... 95 incidents terroristes. Et les 95 ont produit effectivement 86 pertes en vies humaines, civiles. Et si vous partez effectivement du 1er mai, du 1er juin jusqu'en fin juillet aujourd'hui, nous avons effectivement 115 incidents. Et les 115 incidents ont produit 298 personnes tuées en incluant Solhan. Le drame de Solhan qui a été un pic. Ça montre très bien que c'est en train de prendre effectivement de monter et qu'il faut une réaction, il faut une organisation qui anticipe beaucoup que les opérations sapeurs-pompiers que l'on observe effectivement de nos jours. Alors, quel état de lieu faites-vous? L'état de lieu, je vais revenir sur le rapport État-ONG en la matière. Effectivement, l'État semble être dépassé par la situation. Le cadre institutionnel existe. Mais le terrain dit autre chose. Les services sociaux sont débordés dans les régions au regard du nombre. Et il y a une tendance de dépossession de la souveraineté de l'État sur les questions humanitaires au Burkina Faso. Et l'État tente... dans une dépossession de questions de souveraineté sur les... Parce que, du point de vue des tâches régaliennes de l'État, c'est à l'État d'assurer la sécurité des individus. Et j'entends ici par sécurité, dans son sens plus holiste que la sécurité physique. Il y a la sécurité environnementale. Il y a des aspects qui rentrent la sécurité alimentaire, la sécurité humaine. Voilà. Donc, l'État est en train d'être dépassé par les chiffres. Du coup, les ONG tentent de prendre le dessus. Et lorsque vous vous entretenez avec les gens sur le terrain, ils ont plus tendance à vous dire « Ah, dites aux ONG de faire ça, de faire ça. » Plutôt que de vous dire, dites à l'État ou au gouvernement. Oui, au gouvernement. Et par moments, ils vous disent qu'ils se sentent laissés. Que Dieu merci, ils ont bien entendu les ONG. Mais du point de vue de la réalité, dans certaines régions, l'État tente, quand bien même que mal, pour prendre le dessus. Par exemple, le processus d'identification, c'est l'État qui fait le processus d'identification. Et sur la question, il y a eu des incidents dans la région du Nord, dans la zone de Tangaï, lorsqu'il y a eu une attaque là-bas, oui. Des ONG sont allés sur le terrain pour identifier, mais l'État n'a pas, l'État déconcentré n'a pas admis justement ce comportement-là et a ramené certaines ONG à l'ordre que la tâche régalienne de l'identification des déplacés revient du ressort de l'État. Du ressort de l'État. Oui. Mais je m'excuse. Laissez-le terminer, laissez-le finir voilà. Et puis vous réagissez ensuite. Oui. Et M. Nadambega a parlé de l'OCHA. On a observé sur le terrain, et dès le début, que l'OCHA est venu avec un ton qui n'a pas plu sûrement à certaines autorités qui ont tapé sur la table et ils ont fait sortir une note pour dire non. Parce qu'au début, dans la région du Nord, l'OCHA organisait permanemment des réunions et convoquait l'État. La logique n'a pas été admise justement par certaines autorités. Ils ont fait sortir une note pour dire c'est à l'État d'organiser justement ces réunions-là et même de présider à la destinée des clusters, des différents clusters qui interviennent dans l'humanitaire. L'État tente quand bien même que mal. Il ne perd pas de vue cet aspect-là. Mais d'un point de vue réel, Alors diriez-vous donc que l'État n'a pas les moyens de sa politique, qu'il a peut-être la volonté, qu'il sait ce qu'il
devrait faire, mais qu'il n'a pas les moyens, se trouvant débordé par la situation, il s'en remet aussi quelque peu Depuis à ces organisations. on sent cela. Depuis abord, on sent cela. Mais au fond, quand on va rentrer dans les détails, les services sociaux de base ne fonctionnent pas comme il se doit. Les agents, je vous assure que si vous allez sur le terrain, vous allez avoir 3 agents qui sont obligés d'identifier un millier de personnes. Ma foi, c'est pas du donné. C'est pas aisé. Surtout que des déplacés attendent d'être identifiés. Et du coup, le processus d'identification et d'enrôlement est un processus pénible par les agents. Par les agents. Donc voilà. oui, il y a donc cette question, mais vous vouliez intervenir. Ça veut dire que l'État n'a pas les moyens de sa politique face à ce choses. Je vais revenir sur le fait, effectivement, sur le diatribe, l'État n'a pas les moyens, l'État doit chercher les moyens. Mais avant, c'est très important ce qu'il a dit, et je m'excuse, effectivement, je voulais l'interrompre. Lorsqu'on en parle, effectivement, ce n'est pas simplement une compétition entre organisations internationales et l'État pour la compétition, mais c'est que quand l'État n'arrive pas avec une stratégie qui montre qu'elle puise dans la culture du pays, dans la sociologie du pays, pour proposer des solutions qui marchent, alors c'est l'international qui arrive effectivement avec une approche cohérente qui prend le dessus. Et des lettres et des décrets, ça ne va pas effectivement apporter l'adhésion de les communautés. Parce que les communautés qui sont dans la douleur regardent effectivement quelles sont les solutions pratiques que l'on pose. Aujourd'hui, les questions effectivement de stratégie militaire, du combat, parce qu'effectivement, la grande source est là, devraient également puiser dans une stratégie nationale. On sait aujourd'hui que ce n'est pas demain que ça va finir, nous ne nous leurrons pas. Ce n'est pas demain que ça va finir effectivement le terrorisme. Donc, ce n'est pas demain que la production effectivement de personnes qui se déplacent à l'intérieur va s'arrêter. On ne peut pas reloger des gens tant que ce problème n'est pas résolu. Ce qui veut dire effectivement qu'on est parti pour un long terme. Si on part pour un long terme, un État doit être stratège. Stratège dans quel sens? Par exemple, les crises peuvent être des opportunités dans un certain sens pour développer... Qu'est-ce qui vous donne à penser que l'État n'est pas en train de travailler sur toutes ces questions pour mettre en œuvre une stratégie globale de gestion de ces personnes, d'autant que le ministère chargé de l'action humanitaire fait quand même du travail sur le terrain? Je ne dis pas ici que l'État ne fait pas du travail. Je veux dire simplement qu'il faut toujours de la vision, il faut de la stratégie. Et dans le cadre effectivement de la vision et de la stratégie, on devrait voir découper en stratégie de court terme, immédiat, court terme, moyen terme et long terme. Et déjà dans ce qui est effectivement de l'immédiat, l'immédiat c'était de donner à manger aux gens. Quand vous ne pouvez même pas donner à manger aux gens, mais on ne peut pas penser effectivement à d'autres solutions. Oui, il faut pouvoir donner à manger aux gens, en effet. J'avais pensé qu'on parlerait de cette question, notamment avec l'aide un peu plus tard. Mais comme vous l'avez abordé maintenant, il y a cette question donc, des besoins, il y a cette question de l'aide. Le gouvernement burkinabé a d'ailleurs procédé entre mars et juillet 2021, selon son porte-parole, Ousseini Tamboura, le gouvernement a procédé à une distribution de 30 000 tonnes de céréales qui a touché environ 848 925 personnes, dont 436 402 personnes déplacées internes et d'autres groupes de personnes vulnérables, notamment les personnes victimes de catastrophes naturelles. De même, le gouvernement burkinabé a besoin de 8 milliards de francs CFA pour faire face à ces besoins humanitaires. Et bien évidemment, pour régler cette question, le gouvernement a besoin également de s'appuyer sur l'aide internationale, sur des partenaires, sur ces ONG. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il y a comme des tiraillements entre les visions de ces ONG et le devoir régalien du gouvernement? Effectivement, lorsqu'on regarde le champ de l'action humanitaire, il y a une logique de coopération et de concurrence. La logique de coopération, elle est d'emblée, du point de vue institutionnel. Mais lorsque nous rentrons dans la réalité, nous essayons d'observer les choses et d'aller sur le terrain, on a une logique concurrentielle. Une logique concurrentielle entre un État qui est en train d'être dépassé par les situations et par justement l'activisme, je dirais, des ONG, d'une part, et
une logique concurrentielle entre ONG. Parce que j'analyse la chose comme ça, parce que quand vous arrivez sur le terrain, Et je précise que vous étiez sur le terrain il n'y a pas longtemps, notamment dans la zone du Liptako-Gourmand, c'est bien cela. Voilà. C'est cette zone-là aussi qu'on appelle d'une certaine façon la zone des trois frontières. La zone des trois frontières. Effectivement, le Centre pour la gouvernance démocratique mène une étude avec ses partenaires des trois autres pays pour mieux comprendre la situation des PDI. Et lorsque vous arrivez sur le terrain, vous voyez cette logique concurrentielle qui se matérialise par les doublons. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par doublon? Vous avez deux profils de déplacés. Ceux-là qui sont un peu mis dans une situation de confort, entre griffes, et ceux-là qui n'ont rien. C'est-à-dire ceux qui sont reconnus et ceux qui ne sont peut-être pas reconnus. Reconnus, et j'en viens. C'est un problème d'identification, d'une part, qu'on va évoquer, mais aussi un problème de manque d'information entre ONG. Parce que c'est l'État qui fait l'identification, c'est l'État qui remet les listes aux ONG. Mais quand une ONG vient, et l'ONG dit, nous avons 500 tonnes pour la population. Lorsque les ONG donnent les vivres à la population, les listes apparemment ne sont pas acheminées vers d'autres ONG qui viennent, même et dans une situation où ils ne sont pas parvenus à couvrir tout le monde. Qui viennent avec peut-être d'autres vivres. Et donc, certains déplacés sont rationnés en double, pendant que d'autres n'ont rien du tout. Rien. Donc, vous voyez qu'il y a une logique, et j'analyse la chose sous l'angle concurrentiel. Donc, il y a un problème d'organisation, de coordination à mener à ce niveau-là, M. Nadembega. Bien entendu, mais j'ai saisi l'opportunité de ce qu'il venait de dire pour revenir sur un aspect qui était celui de la mobilisation des ressources, parce que vous posez la question de savoir, est-ce que c'est l'État qui n'a pas de moyens et fait la politique de ses moyens? Mais un État qui fait la politique de ses moyens est un État qui ne rêve pas. C'est un État non ambitieux. L'État doit aller chercher les moyens de sa politique. C'est ça. Et c'est le lieu, par excellence, de l'exprimer. La première des choses, c'est de faire effectivement en sorte que toute personne, toute ONG qui intervienne effectivement au Burkina Faso puisse garder peut-être sa philosophie, mais au niveau des ressources, qu'il y ait une politique d'une utilisation rationnelle effectivement des ressources, dans le sens effectivement de l'équité. Que l'on dégage effectivement une approche bâtie effectivement sur des valeurs d'équité, de solidarité. Et à partir de ce moment, chacun peut appliquer ça. Et là, vous verrez que déjà, l'État n'a pas besoin d'aller emprunter. Déjà, ce qui arrive peut aller effectivement à cela, en entendant effectivement d'autres appels. Ouais. Oui, M. Comporé. Oui, c'est pour rebondir avec la dynamique de la solidarité. Oui, rapidement. Effectivement, la dynamique de la solidarité y existait. Mais de plus en plus, ça tend à s'effriter. Parce que la population haute elle-même est atténuée. Atténuée dans le sens que la crise prend de l'ampleur, atténuée dans ce sens que le nombre va crescendo. Et quand vous arrivez dans certaines zones au nord, il y a une inflation qui ne dit pas son nom. Ouais. Et je profite de l'occasion pour attirer l'attention des autorités sur la spéculation foncière dans ces zones. Parce qu'il y a une logique économique qui est là, la question de l'offre et de la demande. De plus en plus, il y a de la demande en matière foncière. Et des individus véreux profitent justement de cette situation-là pour faire de la spéculation autour de la question foncière. Ce qui fait que beaucoup d'individus vivent dans la proximité. Arrivés au nord, ce qui frappe à l'œil du coup, c'est bien entendu ce qu'on appelle trivialement les locations. Vous voyez, chacun travaille de sorte justement à maximiser une stratégie de captation de la rente de l'insécurité. C'est ce que j'appelle l'économie, une forme d'économie d'insécurité qui se situe à plusieurs niveaux. Qui se situe au niveau de la spéculation foncière et qui se situe aussi au niveau de la reprise des vivres du profil des déplacés qui en ont à revendre. Et il faut que l'État ouvre l'œil. Il faut que l'État ouvre. En effet, vous venez d'évoquer la question de cette solidarité avec ces populations hautes qui au départ étaient enthousiastes, qui faisaient jouer la solidarité à fond. Et ça s'installe, ça perdure. Et ces personnes ne peuvent pas retourner chez elles dans l'immédiat. Il y a donc une sorte de lassitude dans la manifestation de la solidarité. Quel est l'impact d'une telle situation sur le vivre ensemble, finalement? Rapidement. Actuellement, il y a des risques. Il y a des risques
Et le risque, c'est, bien entendu, une forme de résurgence de nouveaux conflits dans les zones d'accueil. Parce que y a une réalité qui était là. Des personnes déplacées sont venues, des gens ont fait sortir leurs vivres, et après, ces gens-là quittent les familles hôtes et vont sur les sites. Et la nourriture ou les vivres reçus ne reviennent pas. Au niveau des familles hôtes. Et du coup, il y a l'inflation. Donc, vous voyez ce que cela peut créer. Donc, on est en train de tuer un peu l'esprit de solidarité qui devrait prévaloir, M. Nadembega. Absolument, parce que, voyez-vous, il y a une pression démographique qui anormalement s'élève. Ça s'élève du jour au lendemain. Les communautés ne sont pas préparées dans leur système de résilience à absorber les chocs. Alors, dans un premier temps, c'est les émotions qui conduisent effectivement à une certaine forme de solidarité, et très rapidement, le revers peut se présenter. Et on peut arriver effectivement à des rejets et des stigmatisations. Mais qu'est-ce qui peut effectivement expliquer en partie aussi cela? C'est parce que pour moi, le développement local devrait être la base technique et politique qui permettent effectivement d'entretenir une forme de solidarité nationale qui va au-dessus effectivement de la solidarité individuelle, sociale. Et cette solidarité nationale, construite effectivement sur le développement local, de faire en sorte que tous les appuis qui sont en train d'être drainés devraient avoir une certaine lisibilité parce que conduits par les structures de développement local. Mais on ne peut pas comprendre. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Oui, mais c'est ça. C'est là que je parle effectivement des démissions. C'est une vision holistique qu'il faut voir dans les questions de développement. Oui. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de construire tout ça? Est-ce que justement, peut-être, on y travaille et qu'il y a des petits pas quand même qui se posent. Oui, ce que M. Nadembega dit est vrai d'un point de vue principiel. Mais il ne faut pas oublier une chose. Lorsque vous voyez la stratégie des terroristes, entre griffes, ils ont travaillé de sorte à détruire l'ordre social ancien. Et à diviser les uns avec les autres. Quand je dis l'ordre social ancien, quand vous prenez les événements, vous voyez que les chefs traditionnels sont tués, des forgerons sont chassés de leur zone, ceux-là même qui, par exemple, dans certaines zones, étaient les agents de médiation des conflits. Donc l'ordre social ancien n'existant pas, traditionnel n'existant pas, et même l'ordre social moderne, à savoir les collectivités locales. Ils ont travaillé de sorte à chasser ces gens. Comment s'appuyer sur ces derniers-là pour justement déployer le développement? C'est la croix et la bannière. Donc, vous verrez par exemple dans certaines localités où les mairies, dans une dynamique de résilience, sont obligées de replier dans les centres urbains pour travailler dans une forme de clandestinité. Et c'est là que j'ai une question. Oui, rapidement. Comment vous pouvez comprendre effectivement que des terroristes qui n'ont pas de structuration, j'allais dire, comme un État, arrivent effectivement à anticiper, à sortir des stratégies de long terme par rapport à un État. Aujourd'hui, au lieu de pousser effectivement les populations à repartir pendant qu'on n'a même pas résolu un quart du problème, il faudrait peut-être penser, pourquoi ne pas retirer, anticiper, au lieu d'attendre que les populations fuient, nous avons une lecture à l'avance, des informations, des renseignements à l'avance, les retirer des zones et remplacer effectivement par des militaires. Donc, anticiper, retirer ces personnes-là des zones temporairement, pour essayer de travailler à résorber ce problème. De sorte effectivement que les forces de sécurité soient l'écran et que ce ne soit pas effectivement les populations qui sont des chairs à canon. Une idée que qui est peut-être à l'œuvre, on ne sait pas, on va peut-être y penser, mais on ne parle pas beaucoup de ces personnes-là. On parle de ce qui se passe, de comment on les gère. Monsieur Nadembega évoquait tout à l'heure la question de la résilience. Ces personnes, elles sont résilientes, pourtant elles n'en peuvent plus. Hein. Elles n'en peuvent plus d'être ainsi séparées de leur terre. Elles ne demandent pas l'aumône, ces personnes, mais une véritable prise en compte de leurs problèmes afin de regagner leur village. Ce qui, il a également souligné, ne peut se faire sans un retour efficace à la sécurité. Est-ce qu'on se retrouve finalement dans une sorte de cercle vicieux? Parlant de résilience, il faut dire que la résilience tient à un moment donné quand le choc n'atteint pas les extrêmes. Et dès le début, il y a 2 ans de cela,
les gens préparaient des mécanismes de résilience. Au début, lorsqu'on ne s'attaquait qu'aux hommes, une stratégie résiliente avait été mise en place. C'était les femmes qui allaient au champ. Aujourd'hui, ces terroristes-là s'attaquent justement aux femmes. Comment faire? Les gens se retrouvent dans les centres urbains. Le mécanisme de résilience qu'on voit aujourd'hui, c'est la stratégie de l'exode. C'est-à-dire que vous avez un fils dans la famille que vous envoyez aller se chercher dans les sites. Et lorsque vous vous entretenez avec les gens, c'est le déplacement vers les sites aurifères. Des gens vous disent qu'ils ont envoyé même leur fils jusqu'en Guinée. Mais malheureusement, la situation des Burkinabés dans ce pays-là a compliqué la chose. Donc, vous voyez, ils tentent quand bien même que mal des stratégies de résilience. C'est-à-dire, il y a même eu une tentative de reconstitution de l'ordre ancien, oui, hein, sur les nouveaux sites. Malheureusement, les PDI ne sont pas justement une entité homogène. Parce qu'elle n'est pas une entité homogène d'un point de vue ethnique. Donc, l'ordre ancien ne peut pas... Les gens viennent d'un peu partout. Voilà, d'un point de vue de la venue et d'un point de vue ethnique. Donc, vous voyez que c'est difficile. Et actuellement, les gens tentent quand bien même qu'ils peuvent de résister, de développer des mécanismes de résilience, mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas toujours simple. Est-ce qu'il faut la peur, c'est que, avec la dynamique de la gestion de l'aide, des gens qui restent pendant 7 mois ou 6 mois sans vivre basculent de l'autre côté. Nous avons par moments entendu des gens dire que c'est mieux de repartir et trouver la paix de brave avec justement ces gens qui menacent que de rester en ville. L'État ne regarde pas, les ONG aussi, et s'appuient sur des comités locaux de gestion qui ne sont pas aussi n'ont pas aussi une gestion judicieuse des choses. Alors, donc, oui, il y a une frustration. Est-ce qu'il faudrait alors développer des politiques pour fixer ces personnes dans leur zone de repli, d'accueil? Oui, mais je pense que puisqu'on se rend compte qu'on part sur la durée, qu'est-ce qu'on fait? Bah, vous avez dit quelque chose et je vais porter une nuance sur ça. Vous dites effectivement qu'il faut effectivement les stabiliser, les installer dans leur zone de repli. C'est pas ce que je dis, je pose la question. Ok, d'accord. Et moi je dis non, il ne faut pas effectivement les amener dans leur zone de repli. Parce que dans leur zone de repli, c'est des zones effectivement de résignation, non réfléchies. Non, ça n'entre pas dans une stratégie. C'est l'État qui doit réfléchir et se dire, moi j'ai par exemple, aujourd'hui, telle zone, qu'il y avait la mouche CC, on a sorti la mouche CC, il y en a encore de l'espace, etc. Au lieu de laisser les gens aller acheter 800 hectares, 8000 hectares pour faire effectivement des propriétés privées, on va aller là et puis on va joindre la résolution du problème foncier à l'installation effectivement des communautés qui arrivent et ils vont avoir non seulement l'abri, ils vont avoir les moyens de subsistance, ils vont être réinsérés, donc, ils vont avoir une réinsertion économique. Créer des espaces, les réinstaller éventuellement avec toutes les commodités qu'il faut. Ben, je vous donne l'exemple. Les moyens qu'il faut pour leur subsistance. Merci, monsieur Toumondi. Et je vous donne l'exemple, effectivement, pas l'exemple, je vous cite effectivement l'expérience que ONU Habitat, peut-être que vous êtes informé, ONU Habitat a développé un projet, une stratégie, mais c'est dommage. Et j'ai suivi effectivement ce qui se passait. C'est parti effectivement au niveau du ministère et il n'y a même pas eu d'amendement. On dit d'accord, c'est bien, on est d'accord. Mais on est d'accord pourquoi? Construire des silos, ramener effectivement des populations, les mettre dedans, et puis on dit que c'est des personnes déplacées. Il va y avoir des enfants dedans, on va dire effectivement que c'est des fuyards. Et plus tard dans la société, on va dire que c'est les enfants des fuyards, c'est des fuyards. Ils auront des problèmes d'intégration dans leur propre pays. Et vous voulez construire l'État-nation avec ça? Non, vous effritez la nation. Possible. Alors, justement, M. Comporé, vous revenez donc de cette zone-là, comme on l'a dit tout à l'heure, pour cette étude. Quels sont les problèmes les plus préoccupants cités par ces personnes déplacées internes? Qu'est-ce qui est le plus urgent à résoudre? Actuellement, à l'heure où je vous parle, c'est la question de la sécurité alimentaire. Et lorsque vous faites des entretiens avec les gens, ils vous disent, c'est bien, actuellement, les ONG sont en train d'investir sur des AGR, c'est-à-dire des activités génératrices de revenus. C'est bien, mais si des gens n'ont pas mangé à leur faim, comment ils peuvent être conséquents pour développer des AGR? Vous voyez? Oui. Donc, le souhait de cette population-là est de revenir sur les éléments de base tels que la nourriture. La question de l'eau se posait
il y a quelques années, mais les clusters qui s'occupent, le Cluster Watch, travaillent de plein pied justement pour venir à bout de ce problème. Donc, il y a la question de la nourriture, puis la question de l'habitat. Comme je l'ai dit bien avant, il y a des individus qui font de la spéculation foncière et j'ai même des images où des gens mettent en location l'espace pour mettre les tentes de l'ONG ACR. 2000 francs le mois. Et vous allez voir des maisons à peine vivables où on vous dit que le loyer fait 5000 francs. Donc vous voyez que le problème justement de loyer se pose. Iriez-vous jusqu'à dire qu'il y a un business de l'insécurité? C'est ce que j'ai dit. Il y a une forme d'économie de l'insécurité qui se développe dans ces régions et qu'il faut que tous les acteurs soient regardants. Voilà, la spéculation foncière est là et du coup, des gens se font de l'argent sur le dos justement de ces déplacés-là. Alors, M. Nadembega, les gens se font de l'argent sur le dos de ces pauvres personnes qui ne savent pas où aller, qui ne savent parfois pas à qui s'adresser et dont il faut quand même que l'on s'occupe. Vous savez effectivement que dans la société, la misère des uns, ça fait le bonheur des autres. Et que dans un tel contexte, c'est à l'État qui a le devoir régalien de gérer, d'arbitrer les situations, d'intervenir. On ne dit pas effectivement que l'État doit résoudre tous les problèmes, mais l'État crée le cadre. Il donne la direction, il montre la vision et il suit pour qu'effectivement ce qui se passe puisse se faire. Mais quand vous avez dit vous-même tout de suite, vous avez sorti les chiffres, 1 300 000 et poussières de personnes déplacées, oui. 30 000 tonnes de vivres que l'on distribue, et on arrive effectivement à distribuer, on arrive à toucher que 416 personnes, 416 000 personnes. 416 000 personnes. C'est-à-dire que juste 436 400 juste le tiers. Alors que fait l'autre tiers? Alors revenons à l'échelle de Maslow. Revenons à l'échelle de Maslow. C'est là qu'il faut attaquer toujours par la base. L'abri, la nourriture. Ça veut dire effectivement qu'on a laissé 1 900 000 personnes, et plus c'est 900 000 personnes en rate. De toute façon, cette situation a déconstruit le corps social, comme vous l'avez dit. D'ailleurs, pendant ce temps, ces déplacements massifs de population entraînent aussi de nombreux drames familiaux. Beaucoup d'hommes ont disparu, abandonnant leurs épouses et vice-versa. On se retrouve, les femmes se retrouvent seules à gérer leur situation avec des petits commerces par-ci, par-là. Ça aussi, c'est une manifestation de ces déplacements-là dont il faut s'occuper. Effectivement. D'où justement le regard sur les violences basées sur le genre. Vous arrivez dans des zones où vous vous renseignez et vos maris, souvent, elles n'ont même pas d'informations. Souvent, elles n'ont pas d'informations. Donc, par rapport à ce qu'on disait, ce qu'il faut craindre, c'est le risque de basculement. Des gens vous disent, s'il faut rester en ville, sans avoir d'aide, est-ce qu'il n'y a pas mieux de retourner chez soi, quand bien même mourir dignement, ou faire une coopération avec ces individus-là. Donc, il faut craindre une telle situation. Mais si je reviens à ce que M. Nadembega disait sur le processus de prise en charge par des mécanismes de création d'îlots de vie, c'est possible, mais il faut que l'analyse soit holiste. Parce que si nous le faisons dans l'immédiateté, en n'analysant pas les effets pervers que peuvent avoir justement une telle dynamique, voilà, parce que les déplacés viennent d'horizons différents, avec des cultures différentes. Des modes de vie différents. Donc, le processus d'insertion, s'il y a lieu, dans ces zones-là, peut poser problème. J'ai été mal compris. Hein? J'ai dit, oui, rapidement. L'ONU Habitat oui. a développé un programme de construction effectivement d'habitat pour recevoir. Et je condamne cela parce que l'État n'est pas intervenu pour apporter sa contribution. Si bien que ça peut résulter en silo que l'on fait qui pose effectivement ces problèmes. Donc, ce n'est pas une chose effectivement encouragée parce que ça va effectivement perpétuer des problèmes en silo. Donc, il faut pas le faire justement. Il ne faut pas le faire justement. C'est des choses qu'il ne faut pas faire. Ah, ok. Oui.
C'est une chose qu'il ne faut pas faire. Alors, est-ce que finalement vous avez le sentiment là aussi que le vivre ensemble, la solidarité, la cohésion sociale, tout cela, c'est devenu comme des mots, des slogans, des incantations. Et que dans les actes, concrètement, il y a une dichotomie entre ce que l'on dit et ce que l'on doit faire. Oui, rapidement. D'abord, je dois revenir effectivement sur les chiffres, pour préciser quelque chose qu'il disait. Sur le 1,3 million et quelques, il faut se dire qu'il y a 53% de femmes. En effet. Et il y a 61% de jeunes de moins de 15 ans. Solhan, je vous rappelle, a été conduit, selon les rapports qui sont sortis, par des jeunes de 7 à 15 ans. Alors, si on ne prend garde, si on retirait par exemple ces populations et on soustrait aux terroristes des possibilités de recrutement, en même temps qu'on résout un problème effectivement d'occupation. Ça veut dire qu'il faut aborder la question de façon holistique et nécessairement aller dans l'approche développement humanitaire et paix. Toute autre approche folklorique, comme aller ramasser les enfants au bord de la rue ici en ville, aller effectivement placer avec des boucs, c'est folklorique. Ça ne résout aucun problème, ça absorbe des ressources et c'est de la démission. Il faut de la vision, il faut de la réflexion, il faut que l'État prenne les devants. Nos ministères doivent prendre les devants, convoquer les partenaires et réfléchir. Si c'est les partenaires qui réfléchissent et qui vous invitent effectivement à la table, ils vont vouloir effectivement, ils ont raison, aller dans la direction dans laquelle ils vont. Il faut aller dans la direction, il faut travailler de façon holistique, vous l'avez dit suffisamment sur le plateau, donc c'est cela qui manque aujourd'hui, de prendre cette question dans toutes ses dimensions pour trouver une approche holistique, donc une approche qui intègre. Donc, effectivement, lorsque on parle de manque d'analyse holiste, ce n'est pas du point de vue seulement de l'État, mais même du point de vue des ONG. Du point de vue principiel, ils disent qu'ils font justement une analyse transversale. Mais dans la réalité, vous verrez des situations qui vous interrogent. Je vous prends un exemple. Quand une ONG arrive et donne par exemple des chèvres à des déplacés internes qui ne sont pas et qui sont sur des sites que l'État a travaillé et que les collectivités locales ont travaillé à exproprier pour loger, et vous leur donnez des chèvres, une évaluation quantitative peut dire qu'on a atteint les objectifs. Quand vous dites une chèvre, ça produit 2 fois l'année, ce qui veut dire que 2 chèvres par famille, l'année on aura 6 chèvres. Mathématiquement, l'objectif peut être atteint. Mais si on ne prend pas garde, on va oublier des effets pervers possibles qui peuvent être la résultante d'une telle démarche. Parce que la chèvre, par exemple, à ces périodes-là, peuvent brouter dans le champ d'un individu hôte. Ce qui va justement amener d'autres tensions. Voilà. Donc, il faut que l'analyse soit holiste du point de vue de l'État. Il y a énormément de problèmes autour de cette question de déplacés internes. Alors, vous avez dit ce terme n'est pas approprié pour nos déplacés internes. Est-ce qu'il faut travailler à les appeler autrement? Une chose, c'est de travailler à les appeler autrement. Mais ça va être, une fois de plus, juste cosmétique. Ça va être peut-être un masque. Non, ça va être une flatterie. Maintenant, ce qui peut... Est-ce qu'on ne se mettrait pas ainsi en marge de la communauté internationale qui a besoin de cette terminologie-là pour agir, non, elle aussi? En fait, l'appellation peut ne pas devenir gênante en rapport avec la stratégie d'accueil qui est derrière. Si la stratégie d'accueil est intégratrice, oui, si la stratégie d'accueil répond à une intégration sociale et financière des personnes, vous verrez qu'il n'y aura pas de stigmatisation. Il n'y aura pas de stigmatisation. Hein? Oui, mon problème avec cette appellation, c'est que cette appellation ne fait pas la part des choses, n'intègre pas la vulnérabilité de ces déplacés internes. Or, il y a un aspect vulnérable justement souvent de ces individus. Donc, il faut mettre l'aspect sur l'action
que, justement, et je justifie mes propos. Oui, rapidement. Lorsque vous dites que vous arrivez dans certaines villes et vous voulez vous entretenir avec des déplacés internes, ou que vous avez de l'aide pour des déplacés internes, vous allez voir des gens qui ne sont pas vulnérables qui viennent. Et qui disent qu'ils sont des déplacés internes. Ils disent qu'ils sont des déplacés qui internes. Se présentent comme qui tels. se déplacent. Voilà. Et quand vous voulez parler, ils vous disent l'aide est destinée aux déplacés internes. Et nous sommes des déplacés internes. Et ça fait aussi un couac avec un autre concept qui existait. Les retournés. Les retournés. Effectivement. Parce qu'au début de la crise au Mali, il y a des populations qui vivaient dans les zones frontalières qui sont revenues dans leur zone de départ qu'on appelle des retournés. Et ces retournés-là souvent cohabitent avec des déplacés entre griffes de... Donc ça crée une situation de méli-mélo. De confusion. Parce qu'on ne sait plus qui est qui. Moi, il faut clarifier. Quand on dit personne PDI, moi je dis effectivement, je préfère dire personne déplacée à intégrer. Personne déplacée à intégrer. Pour moi, personnellement, c'est comme ça que je l'appelle, parce que je ne veux pas utiliser le mot effectivement. Voilà. Personne déplacée interne, personne déplacée intégrée, personne retournée. C'est une situation malheureusement qui semble devenir permanente, hein, on l'a dit tout à l'heure, qui nécessite des solutions non plus conjoncturelles, mais plutôt structurelles. Mais est-ce que justement cela ne constitue pas un risque pour la construction de l'État-nation gravé dans la perspective de l'après-centenaire, hein, de la création de la Haute-Volta aujourd'hui Burkina Faso? Vous avez ébauché la question tout à l'heure, comment on fait pour que justement on retrouve les valeurs, les principes, les fondamentaux de cette célébration de la nation, déjà simplement, et pour aller à l'État-nation. Je trouve que cette solidarité doit être nationale. Elle ne doit pas être circonscrite dans les zones où on a des populations déplacées. Cette solidarité doit être nationale. Il faut qu'on se dise une chose, ça n'arrive pas qu'aux autres, et la menace est permanente. Si ces gens-là sont envahis ou sont désespérés dans leur zone d'accueil, ils vont prendre la route de la capitale et l'insécurité sera grandissante avec ce qu'on a déjà. Donc, du coup, il faut que la solidarité soit nationale. Deuxième élément, il faut la dynamique de la recherche-action dans cette dynamique-là. Il ne faut pas aller dans tous les sens, il faut travailler de sorte à canaliser les actions avec de la recherche-action. C'est-à-dire que et les ONG et l'État doivent aussi demander l'aide des gens, des sciences sociales, pour les appuyer dans cette dynamique. Parce que beaucoup de problématiques anthropologiques se posent, on n'aura pas le temps de développer. On n'a même plus le temps et je vais vous donner juste une minute pour donner, vous avez peut-être deux propositions fortes à formuler à l'endroit des pouvoirs publics. En deux tirets, rapidement, juste en un mot, en deux mots, quelles propositions concrètes vous mettez sur la table? La première proposition, travailler de sorte à faire une synergie d'action autour des clusters, les clusters watch et les clusters sécurité alimentaire. Deuxième proposition. Deuxième proposition, travailler de sorte à prendre en compte la recherche-action dans la quête des solutions. Monsieur Nadembega, deux propositions à mettre sur la table, à mettre dans la corbeille pour qu'on trouve quand même des solutions afin d'accompagner ces personnes. La première, c'est la gouvernance. Développer une gouvernance vertueuse. Une gouvernance qui prône effectivement la solidarité et l'éthique. Quand dans un pays, il y a des gens effectivement qui s'offrent de luxe sur le dos de l'État, et des gens cherchent simplement un abri et du pain, la cohésion sociale, c'est un leurre. La nation, c'est un mirage. Il faut donc travailler à régler tout ça. La deuxième proposition, très rapidement. Oui, on a été très sévère ce soir avec l'État. Et c'est à dessein, parce que le problème est grave. Ce n'est pas qu'on ignore qu'il y a des essais, des tentatives qui sont faites ci et là. Il y a des efforts. Il y a des efforts qui sont faits. Mais c'est pour dire que c'est encore insignifiant face à ce qu'il est. Et là, c'est que le développement local... Peut-être pas insignifiant, peut-être insuffisant. Vous le dites. Moi, je maintiens ma pression pour dire effectivement que c'est insignifiant par rapport au problème. Quand il y a une distribution de vivres à 416 000 personnes sur 1 371 000, il y a un problème.
n'est-ce pas? Et la solution, mais je reviens à la solution, ma deuxième solution. Ma deuxième solution, c'est que nous sommes dans un pays qui a opté pour le développement local intégral. Oui. Les solutions de ces problèmes doivent être recherchées à l'intérieur, effectivement, de cette approche nationale que nous avons prise. Et il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Il faut pouvoir regarder ce problème, cette situation de façon holistique. Pensons à ces personnes déplacées. Essayons d'œuvrer pour amoindrir leur souffrance. Mesdames, Messieurs, le temps qui m'a été imparti pour cette émission est arrivé à son terme. Ainsi s'achève donc votre émission Périscope numéro 142 qui recevait pour vous Marino Compaoré, il est doctorant en sciences politiques, chercheur associé au Centre pour la gouvernance démocratique, c'est le CGD. Merci pour vos éclairages. C'est un sujet qui est vaste, donc on reviendra sans doute là-dessus à d'autres occasions. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Gervais Marie-Raoul Nadembega, coordinateur du projet des services d'appui terrain, c'est le PESAT, pour le Burkina et le Bénin. Merci pour vos éclairages. Merci pour l'invitation. C'est Abibata Clarisse Sawadogo Benao que je remercie, qui a signé la réalisation de ce numéro de Périscope avec l'appui de toute l'équipe technique de Burkina Info. Merci à Denise Sidoni Nebié-Zoma, qui m'a apporté un concours inestimable, des plus appréciables, je dirais, dans la préparation et la gestion de cette émission. Merci également à vous toutes et à vous tous qui m'honorez de votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire. Mais prenons toujours soin les uns des autres et prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.